7 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour transformer un suicide collectif en l'un des plus grands exploits militaires de tous les temps. Imaginez un instant. Vous êtes sur un cheval, au pied d'un col de montagne étroit, sinueux et glacé par le brouillard. Devant vous, une pente raide de 2,5 km. Et tout là-haut, cachés dans la brume, 13 000 soldats ennemis vous attendent. Ils ont fortifié le passage avec 4 lignes de canons successives. C'est un véritable couloir de la mort. Chaque mètre carré est couvert par la mitraille. Aucun être humain sensé ne s'y aventurerait. Les maréchaux de France, ces dieux de la guerre qui ont conquis l'Europe, regardent la pente et secouent la tête. Ils disent à l'empereur « Sire, c'est impossible, c'est imprenable ». Mais ce jour-là, le 30 novembre 1808, Napoléon ne veut pas entendre parler de stratégie ou de préservation des vies. Il est en Espagne, son armée piétine, Madrid lui résiste et sa patience a atteint ses limites. Alors, dans un accès de fureur froide, il se tourne vers son escadron de service. Ils ne sont pas français, ils viennent de l'Est, ce sont des Polonais. Ils sont 125 cavaliers légers face à une armée entière, retranchée dans la montagne. L'ordre tombe, cinglant comme un coup de fouet. « Prenez-moi ces canons !» C'est un arrêt de mort. Tout le monde le sait. Les officiers français les regardent avec pitié, persuadés qu'ils vont voir ces hommes se faire pulvériser en quelques secondes. Mais ces cavaliers ne sont pas des soldats ordinaires. Ce sont des démons dévoués corps et âme à l'aigle impérial. Ils ne vont pas seulement obéir. Ils vont déchaîner l'enfer et prouver au monde que la logique s'arrête là où commence la furia de la grande armée. Préparez-vous. Oubliez tout ce que vous savez sur l'instinct de survie. Aujourd'hui, sur l'héritage de fer, nous revivons la charge démente de Somosierra, le jour où 125 hommes ont décidé de mourir et ont fini par entrer dans la légende. Pour comprendre pourquoi ce qui va se passer est de l'ordre du miracle, il faut d'abord saisir dans quel bourbier l'empereur a mis les pieds. Nous ne sommes pas sur les plaines glorieuses d'Austerlitz ou d'Iéna, où les manœuvres savantes de la grande armée brisent les rois en une après-midi. Non, nous sommes en Espagne. Et l'Espagne, en cette fin d'année 1808, est une plaie ouverte au flanc de l'Empire. Ce que Napoléon appellera plus tard son ulcère espagnol. Ici, la guerre a changé de visage. Elle est devenue sale, vicieuse, totale. Ce n'est plus une guerre d'armée, c'est une guerre de peuple. Les soldats français, habitués à être accueillis en libérateurs ou craints comme des conquérants, sont ici traqués comme des bêtes. Chaque village est une forteresse, chaque prêtre un capitaine, chaque paysan un assassin potentiel. La chaleur est accablante l'été, le froid est mordant l'hiver, et la haine de l'ennemi est absolue. Napoléon est venu en personne pour régler le problème. Il veut remettre son frère Joseph sur le trône de Madrid et chasser les Anglais qui commencent à débarquer. Il a besoin d'une victoire éclatante, rapide et brutale pour rappeler à l'Europe qui est le maître. Il avance à marche forcée vers la capitale espagnole. Mais sur sa route se dresse la Sierra de Guadarrama. C'est une chaîne de montagnes massives, une muraille naturelle qui protège Madrid. Et il n'y a qu'un seul point de passage pour une armée de cette taille, avec son artillerie et ses convois, le col de Somosierra. Si vous regardez une carte, cela ressemble à un simple passage, mais sur le terrain, c'est un cauchemar tactique. Imaginez une route qui serpente entre des parois rocheuses abruptes, un défilé si étroit qu'à certains endroits, à peine quelques cavaliers peuvent chevaucher de front. C'est un entonnoir géant. Et au sommet de cet entonnoir,
le général espagnol Benito San Juan a préparé son comité d'accueil. Il sait qu'il ne peut pas battre Napoléon en rase campagne. Alors il va utiliser le terrain. Il dispose de 13 000 hommes. Ce ne sont pas les meilleures troupes du monde. Beaucoup sont des miliciens, des volontaires, des paysans armés à la hâte, mais ils sont galvanisés par le fanatisme religieux et la défense de leur patrie. Et surtout, ils sont là-haut, protégés par les rochers invisibles. Le général espagnol a disposé son artillerie avec une intelligence diabolique. Il n'a pas massé ses canons en un seul point. Il les a échelonnés le long de la montée. C'est ce qu'on appelle une défense en profondeur. Il y a 4 batteries. La première barre l'entrée du passage le plus étroit. Si par miracle vous la franchissez, vous devez galoper sous le feu pour atteindre la deuxième, située plus haut, dans un coude de la route, puis la troisième, et enfin la quatrième, la plus puissante, qui protège le camp retranché au sommet. C'est un système de verrouillage parfait. Chaque batterie couvre la précédente. Pour les Français qui sont en bas, c'est un mur de feu infranchissable. Le matin du 30 novembre, le brouillard est épais. Une brume glaciale qui colle aux uniformes et qui masque les positions ennemies. On n'y voit pas à 50 mètres. L'avant-garde française piétine. Le maréchal Victor, un homme pourtant brave et expérimenté, envoie son infanterie. Les voltigeurs français, ces soldats légers, habitués à grimper partout, tentent d'escalader les pentes pour contourner les canons. Mais ils se heurtent à des milliers de tireurs espagnols cachés derrière chaque rocher. La fusillade éclate, crépitante, confuse. Les Français tombent, glissent, reculent. C'est l'impasse. Le terrain est trop difficile, l'ennemi trop nombreux et trop bien positionné. Les rapports arrivant au quartier général impérial, tous plus pessimistes les uns que les autres. « Sire, l'infanterie est bloquée. Sire, on ne peut pas passer. » Napoléon est furieux. Il fait les 100 pas, tape nerveusement sur sa botte avec sa cravache. Pour lui, être arrêté par une bande de paysans armés au milieu des rochers est une insulte personnelle. Il ne voit pas le danger tactique. Il ne voit que l'obstacle à sa volonté. Il s'avance lui-même pour observer le terrain, au risque de se prendre une balle perdue. Les boulettes espagnoles commencent à tomber autour de son état-major. La situation est critique. Si l'armée reste bloquée ici, c'est tout le plan de reconquête qui s'effondre. Il faut percer, et il faut percer maintenant. C'est à ce moment précis que le regard de l'empereur se pose sur les cavaliers qui assurent sa protection rapprochée ce jour-là. Ce n'est pas la vieille garde, ces géants moustachus couverts de gloire. Ce sont les chevaux légers polonais. Il faut comprendre qui sont ces hommes pour saisir la folie qui va suivre. La Pologne, à cette époque, n'existe plus. Elle a été rayée de la carte, dévorée par la Russie, la Prusse et l'Autriche. Ces jeunes nobles polonais ont tout quitté. Leurs châteaux, leurs familles, leurs richesses. Ils ont tout misé sur un seul homme, Napoléon. Ils voient en lui le messie politique, le seul capable de ressusciter leur patrie par la force de son épée. Ils ne se battent pas pour une solde, ni même pour la France en tant que telle. Ils se battent pour une idée. Ils se battent avec le désespoir de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Dans l'armée française, on les regarde parfois avec curiosité. Ils parlent une langue étrange. Ils portent la xapka, ce chapeau carré typique, et des uniformes bleu nuit et cramoisis d'une élégance rare. Mais sous l'élégance, il y a une rage contenue. Ils veulent prouver qu'ils sont les meilleurs. Ils veulent acheter la liberté de la Pologne avec leur sang. Et Napoléon le sait. Il sait qu'il tient de là une arme psychologique terrifiante.
des hommes qui ont plus peur de le décevoir que de mourir. L'empereur se tourne vers le chef d'escadron, Jan Kosciuszki. C'est un officier solide, respecté. Napoléon pointe sa cravache vers le sommet de la montagne, vers la fumée des canons espagnols, qui tonnent sans discontinuer. Il ne demande pas si c'est possible, il ne demande pas un avis tactique, il lance simplement « Enlevez-moi ça ». Autour de lui, les maréchaux blêmissent. C'est une sentence de mort, envoyée de la cavalerie légère, sans armure, chargée de face, en montée, sur un chemin étroit, contre des canons chargés à mitraille. C'est une hérésie militaire. C'est contraire à toutes les règles de la guerre apprises dans les écoles. La cavalerie sert à contourner, à poursuivre, à briser des lignes déjà affaiblies. Elle ne sert pas à prendre d'assaut des forteresses volantes. Un officier ose murmurer que c'est impossible. Napoléon se retourne, les yeux noirs de colère, et lâche cette phrase qui entrera dans l'histoire, cinglante comme une gifle. Comment? Impossible? Je ne connais pas ce mot-là. Les Polonais, eux, le connaissent-ils? C'est un défi lancé à l'honneur de tout un peuple. Kosciuszki ne bronche pas, il ne discute pas, il sait que c'est de la folie, il sait que ses chevaux vont s'épuiser dans la montée, que ses hommes vont être des cibles vivantes, mais l'empereur a parlé, et l'honneur polonais est en jeu. Il salue, tourne bride et revient vers ses hommes. Il n'y a pas de grand discours, pas de harangue théâtrale, juste quelques mots en polonais, brefs et durs. Les sabres sortent des fourreaux dans un bruit métallique qui glace le sang. Les lances sont abaissées. Les visages se ferment. Ils sont 125 contre 13 000. La scène est surréaliste. D'un côté, l'armée française, immobile, qui retient son souffle, spectatrice de ce qui ressemble à un sacrifice rituel. De l'autre, les Espagnols, là-haut, qui doivent rire en voyant cette poignée de cavaliers se mettre en formation au bas de la pente. Ils rechargent leurs canons avec de la mitraille. La mitraille, ce n'est pas un boulet unique, c'est une boîte remplie de balles de plomb, de clous, de ferraille. Quand le canon tire, cela agit comme un fusil de chasse géant. Ça ne tue pas un homme, ça nettoie une zone entière, ça déchiquette, ça broie, ça pulvérise. C'est ce qui attend les Polonais. Kosciuszki lève son sabre, le silence avant la tempête est lourd, pesant. Le brouillard semble s'épaissir comme pour masquer l'horreur à venir. Dans quelques secondes, le destin de l'Empire va se jouer sur les sabots de 125 chevaux. La raison voudrait qu'ils fassent demi-tour. L'instinct de survie hurle de fuir. Mais ils avancent. D'abord au pas, puis au trot. Le rythme s'accélère. Le bruit des fers sur la pierre résonne dans le défilé. La première batterie espagnole est en vue. Les artilleurs ennemis allument leurs mèches, la mèche brûle, le feu va partir. Et c'est là, dans cette fraction de seconde où la vie ne tient plus qu'à un fil, que la charge commence. Un cri unique, sauvage, inhumain, s'élève de la gorge des 125 Polonais. Vive l'empereur! Et il s'élance droit dans la gueule du monstre. Le premier choc est épouvantable. La première salve de la batterie espagnole déchire l'air et fauche les rangs de tête comme une fausse invisible. Des chevaux s'effondrent, ventres ouverts, projetant leurs cavaliers sur les rochers. Des hommes sont décapités, des membres volent. La logique voudrait que la charge s'arrête là, brisée net par ce mur de plomb. N'importe quelle autre unité de cavalerie au monde aurait fait demi-tour, paniquée par la violence de l'accueil. C'est ce que les artilleurs espagnols attendent. Ils s'attendent à voir les survivants fuir, à recharger tranquillement pour achever les blessés. Mais ce qu'ils voient surgir de la fumée de poudre, ce n'est pas une déroute.
C'est un cauchemar. Les Polonais ne se sont pas arrêtés. Ceux qui sont encore en selle, maculés du sang de leurs camarades, continuent de galoper. Ils ne ralentissent pas, ils accélèrent. C'est une vision terrifiante, contre nature. Au lieu de fuir la mort, ils se ruent vers elle. En quelques secondes, ils sont sur la première batterie. Il n'y a pas de combat, c'est une exécution. Les sabres s'abattent sur les canonniers espagnols stupéfaits qui n'ont même pas le temps de sortir leurs couteaux. Les artilleurs sont sabrés sur leurs pièces, piétinés par les chevaux fous de rage. La première ligne est franchie. Mais il n'y a pas de temps pour célébrer, pas de temps pour respirer. La route tourne, et là-haut, la deuxième batterie a tout vu. Ses canons sont braqués. Les Polonais le savent. S'ils s'arrêtent, ils sont morts. S'ils reculent, ils sont morts. La seule chance de survie, aussi infime soit-elle, c'est la fuite en avant. Koziatulski a son cheval tué sous lui, il chute lourdement, sonné. Le commandement est décapité. Peu importe. Un autre officier, Dziewanowski, prend la tête sans un instant d'hésitation. Il hurle de continuer. La charge reprend de plus belle, dans une frénésie totale. Il grimpe cette pente maudite, sous un déluge de feu. Les tireurs espagnols, postés sur les flancs de la montagne, font pleuvoir des milliers de balles sur le défilé. C'est un tir au pigeon. Les cavaliers tombent un à un, silencieusement, avalés par le fracas de la bataille. Mais le noyau dur, ce groupe compact de fureur et d'acier, reste soudé. Ils atteignent la deuxième batterie avec la violence d'un boulet de canon vivant. La scène se répète, encore plus brutale, encore plus rapide. Les Espagnols n'ont pas le temps de comprendre. Comment ces hommes peuvent-ils être encore vivants? Par quelle sorcellerie ont-ils traversé le feu? La terreur commence à changer de camp. Ce ne sont plus des soldats qu'ils affrontent, ce sont des spectres invincibles. La deuxième batterie tombe. Dziewanowski s'effondre, gravement blessé. Un troisième officier, le lieutenant Krzyżanowski, prend le relais. Vous comprenez la dynamique? À chaque fois qu'un chef tombe, un autre surgit pour prendre sa place, instantanément. Il n'y a pas de vide, pas de flottement. C'est une machine de guerre qui s'auto-régénère dans le sang. Ils ne sont plus que quelques dizaines maintenant. Les chevaux soufflent, l'écume aux lèvres, les flancs déchirés par les éperons et les balles. La pente est de plus en plus raide. Et la troisième batterie est là, juste devant. C'est ici que la bataille bascule dans l'irrationnel. Les artilleurs de la troisième ligne sont pris de panique. Ils voient leurs camarades massacrés en bas. Ils entendent le grondement de cette charge qui ne s'arrête jamais. Leurs mains tremblent en chargeant les canons. Ils tirent trop haut, trop vite. La peur paralyse leur précision. Les Polonais, eux, sont en transe. Ils sont ivres de combat, insensibles à la douleur, portés par une adrénaline qui décuple leur force. Ils franchissent la distance qui les sépare de la troisième batterie en un éclair. Le choc est d'une violence inouïe. Les lances polonaises empalent les artilleurs, les sabres tranchent les mèches et les bras. C'est un carnage au corps à corps, au milieu des affûts de canons. Il ne reste presque plus personne. Krzyżanowski est tué. C'est maintenant au jeune lieutenant Niegolewski, à peine sorti de l'adolescence, de mener ce qui reste de l'escadron. Ils sont une poignée, peut-être 20 ou 30 survivants valides, couverts de poussière et de sang noir. Ils sont épuisés, à bout de force. Et pourtant, il reste la dernière épreuve, la quatrième batterie, la plus grosse, celle qui protège le sommet et le gros de l'armée espagnole. 13 000 hommes les regardent arriver.
13 000 hommes contre une trentaine de cavaliers fantômes. Mathématiquement, c'est fini. Ils devraient être anéantis. Mais la psychologie de la guerre est étrange. Les Espagnols voient arriver ces hommes et ils ne voient pas 30 cavaliers épuisés. Ils voient une force surnaturelle qui a déjà balayé 3 lignes de défense réputées imprenables. Une rumeur court dans les rangs espagnols. Ils sont invincibles, ce sont des diables. La panique, ce poison contagieux, se répand comme une traînée de poudre. Les artilleurs de la dernière batterie hésitent. Les fantassins qui devraient les protéger commencent à reculer, regardant par-dessus leur épaule. Niégolewski le sent. Il sent que l'ennemi vacille, non pas physiquement, mais moralement. Il rassemble ses dernières forces, lève son sabre tordu et lance son cheval dans un dernier galop désespéré. C'est le moment de vérité, la charge finale. Ils arrivent sur les canons. Les Espagnols tirent une dernière salve, désordonnée, hâtive. Niégolewski est touché. Son cheval s'effondre. Il reçoit une balle, puis une autre, des coups de baïonnette. Il tombe au sol, le corps percé de 9 blessures. Il devrait être mort 10 fois. Autour de lui, ses camarades tombent aussi. Mais le miracle a eu lieu. En voyant ces démons arriver sur eux malgré tout, les Espagnols craquent. C'est l'effondrement total. Les artilleurs abandonnent leurs pièces sans combattre. L'infanterie espagnole, ces milliers d'hommes qui auraient pu écraser les Polonais sous le nombre, jette ses armes et s'enfuit en désordre. C'est la débandade. La terreur pure a vaincu la force brute. Une armée entière se disloque face à l'héroïsme d'une poignée d'hommes. Le sommet est pris. Le col est ouvert. La route de Madrid est libre. En bas, dans la vallée, Napoléon a tout suivi, à la longue vue. D'abord, incrédule, puis stupéfait. Il a vu les petits points bleus gravir la montagne, disparaître dans la fumée, réapparaître plus haut, encore et encore, jusqu'au sommet. Il a vu l'impossible devenir réalité sous ses yeux. Lui qui a vu tant de batailles, tant de bravoure, il reste muet un instant. Autour de lui, le silence est total. Les vieux grognards de la garde, des durs à cuire qui en ont vu d'autres, ont les larmes aux yeux. Ils savent ce qu'ils viennent de voir. Ils savent le prix qui a été payé. L'infanterie française se met enfin en branle pour sécuriser le terrain conquis, mais elle marche dans un cimetière. Le chemin est jonché de cadavres d'hommes et de chevaux, une piste sanglante qui mène vers la gloire. Quand les fantassins arrivent au sommet, ils ne trouvent pas des vainqueurs triomphants en train de parader. Ils trouvent des hommes hagards, blessés, assis au milieu des canons espagnols fumants, ou gisant à côté de leurs montures mortes. Ils trouvent des héros qui ressemblent à des martyrs. Napoléon monte lui-même au sommet, galopant presque pour voir de ses yeux les auteurs de ce prodige. Il arrive sur le plateau, au milieu du chaos de la déroute espagnole. Il cherche les officiers. On lui montre le jeune Niégolewski, étendu au sol, la vie s'échappant de ses multiples blessures. Il est conscient, mais à peine. L'empereur de l'Europe, le maître du continent, met pied à terre. Il s'approche du jeune Polonais mourant. Il y a dans ce geste une solennité rare. Napoléon n'est pas homme à s'attendrir facilement, mais là, devant ce sacrifice absolu, le masque tombe. Il détache de sa propre poitrine sa croix de la Légion d'honneur. Pas une médaille neuve sortie d'une boîte, non, la sienne, celle qu'il porte, au feu. Et il l'épingle doucement sur l'uniforme déchiré et sanglant de Niégolewski. Le jeune homme ouvre les yeux, murmure quelque chose, peut-être une prière pour sa Pologne lointaine. Napoléon se relève, regarde les survivants qui se tiennent péniblement au garde-à-vous et prononce ces mots qui résonneront plus fort que tous les canons. Je vous reconnais pour ma plus brave cavalerie.
ma plus brave cavalerie. Venant de l'homme qui a commandé les cuirassiers de Murat et les dragons de l'impératrice, c'est la consécration suprême. Ce jour-là, les Polonais n'ont pas seulement gagné une bataille. Ils ont gagné leur place au panthéon des guerriers. Ils ont prouvé qu'il n'y a pas de fatalité, que 100 hommes déterminés à mourir peuvent renverser le cours de l'histoire. Ils ont transformé une insulte « Allez vous faire tuer » en un titre de noblesse éternelle. La nouvelle de la charge de Somosierra se répand comme une onde de choc dans toute l'Europe. À Paris, à Vienne, à Berlin, à Moscou, les militaires étudient les rapports avec incrédulité. Comment? Une charge frontale contre 4 batteries, réussie, c'est impossible, c'est contre la science militaire. Mais les faits sont là. Madrid tombera quelques jours plus tard, terrifiée par la nouvelle de cette armée qui traverse les montagnes, comme si elle n'existait pas. L'Espagne apprend à craindre ces lanciers de l'enfer, Los Infernos Picadors, comme ils les appelleront bientôt. Mais au-delà de la victoire stratégique, au-delà de la prise de Madrid, c'est l'impact moral qui est dévastateur. Napoléon a désormais une garde prétorienne dont la loyauté et la férocité ne connaissent aucune limite. Les ennemis de la France savent maintenant que face à l'empereur, il ne suffit pas d'avoir l'avantage du terrain ou du nombre. Il faut être prêt à affronter des hommes qui ne connaissent pas la peur, qui ne calculent pas, qui ne reculent jamais. Des années plus tard, sur l'île de Sainte-Hélène, alors qu'il ressasse ses souvenirs et dicte sa légende, Napoléon reviendra souvent sur cet épisode. Il parlera de Somosierra avec une émotion particulière. Il dira que c'était l'un des moments les plus purs de sa carrière. Un moment où la volonté humaine a littéralement déplacé des montagnes. Et Niégolewski, le jeune lieutenant laissé pour mort avec 9 blessures, il a survécu. Contre toute attente, il a guéri. Il a continué à se battre pour l'empereur, puis pour la Pologne, portant ses cicatrices comme des décorations bien plus précieuses que l'or ou l'argent. Il est devenu la mémoire vivante de ces 7 minutes de folie. Pourtant, l'histoire a parfois la mémoire courte. Aujourd'hui, on parle de la charge de la brigade légère britannique en Crimée, un échec sanglant et inutile glorifié par la poésie. Mais Somosierra fut une victoire totale, absolue, payée au prix fort, certes, mais couronnée de succès. 57 Polonais sont morts ou ont été blessés ce jour-là, près de la moitié de l'escadron. C'est un taux de perte terrifiant pour une action si courte, mais chaque goutte de sang versée a acheté des kilomètres de gloire. Ils ont offert à Napoléon la clé de l'Espagne sur un plateau d'argent, ou plutôt sur un plateau de fer et de feu. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux pieds de Napoléon ou aux blessures de Niégolewski. Ce qui s'est joué à Somosierra dépasse de loin le cadre d'une simple bataille gagnée. C'est la naissance d'un mythe qui va hanter les champs de bataille européens pendant encore des décennies. Après ce jour, l'uniforme des lanciers polonais devient synonyme de terreur absolue pour les ennemis de la France. Voyez-vous, la guerre est autant une affaire de psychologie que de balistique. Quand un soldat russe, prussien ou autrichien aperçoit au loin ces silhouettes caractéristiques, avec leurs chapeaux carrés et leurs longues lances aux flammes bicolores, un frisson lui parcourt l'échine. Il ne voit pas juste de la cavalerie. Il voit les spectres de Somosierra. Il voit des hommes capables de charger des canons de face et de survivre. Cette réputation, forgée dans le sang des montagnes espagnoles, vaudra à elle seule plusieurs régiments. Souvent, l'ennemi hésitera, reculera ou se brisera moralement avant même le premier coup de sabre, simplement parce qu'il sait qui il a en face de lui.
Et pour les Polonais eux-mêmes, Somosierra devient la pierre angulaire de leur identité militaire moderne. C'est la preuve éclatante que leur nation, bien que rayée de la carte politique, est toujours vivante, vibrante et redoutable. Ils n'ont plus de pays, mais ils ont une armée. Ils n'ont plus de frontières, mais ils ont un honneur que l'Europe entière est forcée de saluer. Ce sacrifice n'était pas vain. Il était un message envoyé aux tyrans qui avaient démembré la Pologne. Vous pouvez voler notre terre, mais vous ne pouvez pas briser notre âme. Napoléon le comprendra mieux que quiconque. Il fera des Polonais les piliers de sa garde impériale, les seuls étrangers admis dans le sein des saints de son armée, à égalité avec ses vétérans français les plus aguerris. Cependant, il faut aussi regarder la réalité en face, sans le vernis doré de la légende. Somosierra pose une question brutale, une question qui dérange encore les historiens et les stratèges militaires aujourd'hui. Était-ce du génie ou de la folie criminelle? Napoléon a envoyé ses hommes à la mort avec une désinvolture effrayante. Manger du feu, aurait-il pu dire. Pour lui, ils étaient des pions, des outils jetables pour débloquer une situation tactique. Il a joué leur vie comme on joue une carte maîtresse au poker. Si la charge avait échoué, si tous les Polonais avaient été massacrés sans prendre les canons, l'histoire aurait retenu cela comme une erreur stupide, un gaspillage inutile de vie courageuse. Kozietulski et ses hommes seraient devenus des notes de bas de page tragiques, des victimes de l'ego d'un Corse impatient. Mais c'est là toute la différence entre l'erreur et le génie, entre la boucherie et l'épopée. Le résultat, parce qu'ils ont réussi, le suicide devient un sacrifice, la folie devient de l'audace, l'imprudence devient de l'inspiration divine. C'est la terrible leçon de l'histoire militaire. La victoire absout tout. Les morts de Somosierra ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour écrire l'histoire. Et cette leçon résonne particulièrement fort pour nous, Français, héritiers de cette époque. Elle nous rappelle que la grandeur de notre passé n'est pas faite de prudence et de calculs timorés. Elle est faite de risques insensés, de panache et de cette capacité unique à refuser l'impossible. Regardez les lanciers de la garde qui défileront plus tard à Paris. Regardez leurs uniformes splendides. Chaque bouton, chaque galon porte en lui un peu de la poussière de Somosierra. Quand il passe, la foule applaudit, mais les vieux soldats se taisent par respect. Ils savent que derrière l'or des uniformes, il y a le souvenir de ces 4 batteries, de ce couloir de la mort, et de ses camarades laissés sur les rochers d'Espagne. C'est un héritage lourd, un héritage de fer et de sang. Cette charge a aussi changé la manière dont la cavalerie était perçue. Avant Somosierra, on pensait que l'artillerie était la reine incontestée de la guerre moderne, capable de briser n'importe quelle charge. Après Somosierra, le doute s'installe. On réalise que la vitesse, la surprise et surtout la détermination fanatique peuvent déjouer les mathématiques de la guerre. Cela redonne ses lettres de noblesse à l'arme blanche, à une époque où la poudre à canon domine tout. C'est le dernier grand éclat de la chevalerie médiévale, projetée brutalement dans la guerre industrielle du XIXe siècle. C'est comme si les chevaliers de la table ronde avaient chargé des mitrailleuses et avaient gagné. Imaginez l'impact sur les jeunes soldats français qui arrivent au front après 1808. On leur raconte cette histoire au bivouac, le soir, autour du feu. On leur dit « Tu as peur, tu as froid. Pense aux Polonais à Somosierra, ils étaient 125. Ils ont pris 4 batteries. Cela devient un étalon de mesure du courage. Cela forge un moral d'acier. Impossible n'est pas français, avait dit Napoléon. Grâce aux Polonais, cette phrase est devenue
une réalité tangible, une vérité prouvée par le sang. Et n'oublions pas l'ennemi. Les Espagnols, pourtant si fiers et si courageux, garderont une cicatrice profonde de cet événement. Savoir que 13 000 de leurs compatriotes ont été mis en déroute par une poignée de cavaliers est une humiliation qui brûle. Cela a sans doute renforcé leur haine de l'envahisseur, mais cela a aussi instillé une peur superstitieuse. Si l'empereur possède des hommes pareils, comment peut-on espérer le vaincre? Cette charge a peut-être gagné la bataille de Madrid, mais elle a aussi contribué à l'aura d'invincibilité qui a protégé Napoléon pendant encore quelques années, jusqu'aux neiges de Russie. C'est fascinant de voir comment un événement de 7 minutes peut avoir des répercussions sur des décennies. 7 minutes de fureur pure qui changent le destin des empires. C'est cela, la magie noire de l'histoire militaire. Un instant de bascule, où tout est possible, où le destin retient son souffle avant de choisir son camp. À Somosierra, le destin a choisi les audacieux. Il a choisi ceux qui ont couru le plus vite vers la mort pour mieux l'éviter. Alors, quand vous regarderez un tableau de bataille napoléonienne, quand vous verrez ces cavaliers chargés sabre au clair, ne voyez pas juste une image d'Épinal romantique. Rappelez-vous la réalité crue, la peur viscérale, le bruit assourdissant, l'odeur de la poudre et du sang. Rappelez-vous que derrière chaque légende, il y a des hommes de chair et d'os qui ont dû surmonter l'instinct le plus puissant de tous, l'instinct de vivre. Les héros de Somosierra n'étaient pas des surhommes, c'étaient des hommes qui, le temps d'une charge, ont décidé d'être plus grands que leur propre vie. Car au fond, c'est cela, le véritable héritage de Somosierra. Ce n'est pas seulement la victoire d'une armée sur une autre, ni même la gloire d'un régiment. C'est une leçon universelle sur la puissance de la volonté. Ces 125 lanciers nous rappellent que les barrières, qu'elles soient faites de rochers, de canons ou de doutes, ne sont infranchissables que tant qu'on accepte qu'elles le soient. Ils nous ont montré que l'esprit peut dompter la matière, que la loyauté peut transcender la peur, et que l'histoire appartient à ceux qui osent briser les règles. Napoléon avait raison ce jour-là. L'impossible est un refuge pour les faibles, une excuse pour ceux qui n'osent pas. Les Polonais de la garde ont effacé ce mot de leur vocabulaire avec la pointe de leur lance. Ils ont laissé sur ces pentes espagnoles bien plus que leur corps meurtri. Ils y ont laissé une flamme qui brûle encore aujourd'hui dans la mémoire de ceux qui refusent la défaite. Ils sont devenus des immortels. Alors, la prochaine fois qu'on vous dira que quelque chose est impossible, qu'un défi est trop grand, qu'une bataille est perdue d'avance, souvenez-vous du brouillard glacé du 30 novembre 1808. Souvenez-vous du tonnerre des 4 batteries. Et souvenez-vous de cette poignée de cavaliers qui a choisi de charger vers l'enfer pour en revenir avec la victoire. Si cette histoire a réveillé en vous l'écho de cette grandeur passée, si vous sentez vibrer cet héritage de fer, rejoignez nos rangs. Abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines batailles que nous allons revivre ensemble. Et dites-nous en commentaire, selon vous, quel autre héros oublié de l'Empire mérite de voir sa légende ressuscitée. L'histoire s'écrit avec ceux qui s'en souviennent. À la prochaine.